bienvenue à cette conférence. Nous sommes un pays, le pays de Descartes, nous sommes un pays cartésien, avec une culture cartésienne, fortement matérialiste. La mondialisation a permis, je pense, une ouverture sur les idées qui se sont échangées dans le monde à travers Internet, et qui a permis un petit peu à nous, même à nous, Français, de ne plus considérer la spiritualité comme un tabou, quelque chose qu'il faudrait réserver à son intimité. Voilà. Donc je pense qu'il est temps, maintenant, que malgré notre culture qui nous a plus ou moins enfermés dans le matérialisme, nous puissions, chacun, à notre niveau, parler facilement des thèmes finalement qui concernent la vie intime, la vie intérieure, et pas seulement ce que nous faisons à l'extérieur, pas seulement ce que nous gagnons, pas seulement ce que nous, ce que nous fabriquons. Voilà, donc la spiritualité, c'est finalement parler de notre vie apparaît pleine dans notre agitation, dans notre façon de fonctionner à l'extérieur, elle nous apparaît pleine, et à contrario, notre intérieur est totalement vide. On est plutôt en peine et en désarroi, parce que si pour peu qu'on s'arrête, ou on arrête notre agitation extérieure, on peut se rendre compte à quel point nous sommes fragiles, nous sommes vides, souvent vides de sens, puisque finalement la vie, elle s'est organisée, la vie occidentale et française s'est organisée autour des avoirs et non pas de l'être. Voilà. Et je pense que ce qui nous manque le plus, et ce qui manque le plus dans cette société, et pour nous-mêmes en premier, c'est justement de réveiller la face de l'être qui n'a pas été considérée jusqu'à maintenant. Hormis éventuellement dans nos rêves les plus cachés, ou la nuit, de façon inconsciente. Mais de façon consciente, c'est pas mis en avant. Et comme c'est pas mis en avant, il y a une sorte de déséquilibre qui se passe en chacun de nous, et un mal-être à cause d'un trop d'avoir. Un trop d'avoir, c'est pas forcément un trop d'avoir parce qu'on est riche d'avoir, c'est parce qu'on a tout misé là-dessus. C'est pas forcément la quantité de... il y a des hommes riches qui ont beaucoup d'êtres, et des hommes pauvres, des humains pauvres qui ont beaucoup d'êtres aussi, ou peu d'êtres. Donc ça n'a rien à voir avec la quantité d'avoir, ça a à voir avec surtout l'intérêt qu'on a porté sur cette vie, la direction dans laquelle on a misé. Est-ce qu'on a misé sur l'humanité? Est-ce qu'on a misé sur l'être? Est-ce qu'on a misé sur l'amitié? Est-ce qu'on a misé sur les relations? Ou est-ce qu'on a misé surtout sur des relations d'intérêt, des relations pour gagner un peu plus, pour avoir un petit peu plus, pour augmenter son territoire, pour continuer à être uniquement des prédateurs, etc., etc., etc. Enfin, tout un programme. Et je pense que depuis une dizaine d'années, nous pouvons commencer, même en France, à parler plus librement de ces sujets. La porte s'est ouverte, et nous pouvons plus facilement, entre nous, aller vers ces sujets. Moi personnellement, vous voyez, j'ai rencontré un banquier, et il me disait la même chose. On a rapidement parlé, en très peu de temps, on a parlé de spiritualité, d'énergétique, d'être, avec un banquier. Ce qui prouve que il y a un besoin dans toutes les strates de la société, dans toutes les tranches de la société, il y a vraiment ce besoin de pouvoir parler d'autre chose que de toujours du style il fait beau aujourd'hui, quoi. Voilà, donc quelque chose de surface. Voilà. Est-ce que nous sommes capables, chacun pour nous bien sûr, et chacun à notre niveau, est-ce que nous sommes capables de plonger au cœur de notre être alors que nous avons été éjectés de l'être? Par les conditions que nous avons reçues, les conditionnements, nous avons été éjectés de l'être, et il faut
un certain courage, hein, au départ, un certain courage, même une détermination, même voilà, beaucoup d'énergie, éventuellement, pour dire non, à partir de maintenant, souvent, cette énergie, on la puise, je me suis un petit peu coupé, mais on la puise quand on a un accident de vie. Par exemple, quelqu'un qui a, comme ce banquier, justement, qui a eu une grave maladie, suite à cette grave maladie, il se remet en question. Donc, doit-on attendre de prendre un mur pour se remettre en question, ou si nous avons un petit peu les sens un petit peu plus éveillés, nous pouvons voir que c'est je dirais, c'est le pan le plus important de notre vie, c'est bien celui-là, et pas les avoirs que nous laisserons de toute manière. C'est-à-dire que dans tous les cas de figure, les avoirs sont sympathiques, je dirais, ils peuvent créer du confort dans nos vies de tous les jours, et il ne faut pas, j'y crache pas non plus dessus, hein. Je ne suis pas contre les avoirs, mais la place à l'être doit être première. La place laissée à l'être doit devenir principale, et la place des avoirs, c'est finalement des outils qui éventuellement peuvent nous permettre d'être encore, d'aller encore plus vers l'être, mais pas empêcher d'aller vers l'être. Voilà. Si ce sont des outils qui ont pris toute la place, ce sont ces outils-là ou ces avoirs qui ont pris toute la place et qui font que nous ne nous intéressons pas suffisamment, à mon goût, hein, à mon sens, au vrai sens de ce pourquoi nous sommes sur cette terre, qui nous sommes, et les grandes questions de l'humanité qui n'ont jamais été vraiment résolues par la science ou par... voilà, elles peuvent être résolues ontologiquement, c'est-à-dire en soi. Les questions de liberté, hein, qu'est-ce que la mort, est-ce qu'il y a quelque chose après, qu'est-ce que la vie, hein, parce que si vous dites qu'est-ce que la mort, il faut aussi parler de qu'est-ce que la vie, finalement. Et toutes ces questions, dans les questions de déterminisme, dans les questions de liberté, voilà, toutes ces questions sont plus ou moins, ont été plus ou moins revues à travers les nouvelles sciences telles que la physique quantique, ou quantique, on peut dire les deux. Donc, ce sont des questions qui ont été revues comme ça, mais il n'y a plus vraiment de grands philosophes ou de grands penseurs qui remettent ces grandes questions sur le tapis. Sinon, nous, et chacun de nous, nous pouvons le faire. Hein, nous pouvons le faire parce que ce sont des questions majeures qui font que nos options de vie ne sont plus les mêmes après. Ok ? D'autre part, il y a une sorte d'urgence qui est devant nous. L'urgence, c'est tout simplement le fait que la Terre n'est pas extensible, la nature, elle a été largement spoliée, on est le prédateur numéro un de la Terre et de la nature, donc on a largement détruit notre territoire. Il reste encore des beaux endroits, hein, malgré tout. La France est magnifique, et les autres, et ailleurs c'est pareil. Mais voilà, on est comme des enfants qui croyons que tout ça c'est extensible, qu'il y en aura pour tout le monde et jusqu'à la fin des temps, etc. etc. Voilà. Je pense qu'il y a une sorte de prise de conscience, d'un retournement à faire, ou un retournement à réaliser en soi, pour arrêter cette folie qui nous a menés, bien sûr, jusqu'à un certain confort, un confort de vie, un confort matériel, mais peut-être une exagération et une non prise en considération d'autres éléments, tels que, pareil, à l'intérieur de chacun de nous, quelle est la place de la féminité, par exemple. Cette société, c'est une société masculine, essentiellement. Quelle est la part de notre féminité en chacun de nous, que ce soit homme ou femme? Je crois que la réhabilitation de notre part féminine est absolument nécessaire. Donc c'est déjà un grand point à soulever. Est-ce que votre part féminine en vous-même, elle est suffisamment mise à l'honneur? Ou est-ce que même la femme singe l'homme?
Voilà. Tout ça, ce sont des questions très importantes et qui permettent de remettre en question, justement, votre façon de vous considérer. Est-ce que vous vous considérez uniquement à travers votre sexe? Par exemple, je suis un homme, point barre. Je suis une femme, ou est-ce que vous considérez qu'automatiquement, il faut qu'il y ait un pôle plus, si vous voulez, un pôle moins, qui vous fasse vivre à l'intérieur, comme nous avons deux hémisphères cérébraux, un qui est plus yang et l'autre qui est plus yin, qui font qu'il y a un certain équilibre ou une certaine harmonie qui peut s'en dégager. Oui. Attends. Alors, tu compares le avoir et être. Et est-ce qu'on pourrait prendre un petit temps aussi pour comparer devoir et être, par exemple? J'ai l'impression qu'on peut aussi avoir des devoirs vis-à-vis de la vie, qui peuvent aussi empêcher, qui peuvent passer au premier plan avant le développement de l'être. Alors des devoirs, je ne sais pas, d'utiliser son intelligence par rapport à l'écologie pour développer des solutions dans cette urgence, ou en tant que médecin peut-être de faire de l'humanitaire, ou tout simplement dans sa famille un devoir de s'occuper de son proche. Voilà, donc devoir et être. Ok. Merci pour la question. Pour ma part, je pense que le devoir devrait être au service de l'être. Sinon, c'est un peu comme les missionnaires. À l'époque, ils le faisaient par devoir. Ils croyaient faire du bien autour d'eux. Et ils ne répandaient pas forcément le bien-être à travers leur idéologie, à travers une certaine idéologie. Donc, on transporte tous une certaine idéologie de ce que devrait être la planète, de ce que devrait être l'idéal de vie, etc., etc. Et donc, on peut s'en faire une mission ou un devoir. Est-ce qu'il ne serait pas mieux de d'abord aller voir tous les ressorts qui ont fait naître ce devoir, avec une plus grande conscience, une plus grande profondeur, et à partir de là, peut-être qu'il y aurait moins de dégâts dans les devoirs que nous ferions autour de nous. Hein, je pense que il y a une nécessité non pas de s'extérioriser, il y a une nécessité de s'intérioriser. Donc une fois que l'on a créé je dirais cette écologie intérieure, si tu crées une écologie intérieure, forcément, tu vas naturellement répandre autour de toi, dans ta façon d'être, dans ton discours, dans ta façon de transmettre, tu vas répandre cette écologie extérieure. Parce que l'écologie, c'est pas juste faire des légumes sains, etc., etc. C'est mieux utiliser l'énergie. C'est-à-dire être moins dépensier. C'est mieux utiliser les ressources. En fait, nous avons beaucoup de ressources, mais nos ressources, actuellement, la vision de nos ressources, c'est juste une vision très matérialiste où on va utiliser ce qui existe déjà en termes de ressources. Donc on va dépenser et utiliser les ressources qui sont déjà enfouies par exemple dans la terre. Et on ne pense pas qu'il y ait d'autres ressources, et en premier lieu des ressources beaucoup plus subtiles de prime abord, et qui sont de l'ordre de la spiritualité, de la conscience, et qui pourraient déclencher des nouvelles façons de vivre, tout simplement, et d'utiliser l'énergie. Voilà. C'est un peu comme si on avait été tous enfermés dans une seule façon de penser l'énergie et de penser la conscience, et de penser l'écologie. Là aussi, derrière, il faut penser qu'il y a des lobbies. Il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent avec cette façon de penser, et qui font que
nous sommes embrigadés dans cette façon de penser. Et là, ce que tu disais tout à l'heure, donc par rapport au devoir, si tu veux, déjà dans le mot devoir, il y a une connotation déjà assez lourde, assez difficile à supporter. C'est-à-dire que tu vas te prendre et tu vas t'endosser une certaine responsabilité de ce devoir, parce que tu dois faire quelque chose. Moi, je vois qu'il y a beaucoup de jeunes à l'heure actuelle qui vraiment font des gros efforts pour changer leur façon de vivre au quotidien, en respectant mieux justement l'écologie. Mais d'un autre côté, c'est très louable, mais en même temps, ils endossent une énorme responsabilité et une difficulté de vie supplémentaire qui peut être... c'est une énergie qui est dépensée trop vite et trop excessive par rapport à ça, même s'il y a urgence, alors qu'il faudrait d'abord, à mon sens, ça n'engage que moi bien sûr, il faudrait à mon sens aller revoir les ressorts et les fondamentaux de l'être en soi qui nous gouvernent finalement. Est-ce que nous sommes gouvernés par un contexte qui nous entoure, donc une situation, des conditions, ou est-ce que nous sommes capables de nous gouverner en dehors de ces contextes ou moins influencés par ces contextes ou par ces conditionnements externes? Voilà. À partir de là, la notion de devoir et d'être peuvent être revues avec beaucoup plus de légèreté. Voilà, si par exemple tu intègres déjà le fait de développer une écologie spirituelle en soi permet d'obtenir beaucoup d'espace en soi, c'est-à-dire beaucoup de tranquillité. C'est-à-dire que finalement, ce qui nous manque le plus, c'est que nous sommes tous les jours tous extrêmement stressés. Donc ça veut dire que c'est comme si notre espace intérieur était comprimé, compressé, et donc notre corps le ressent, et de ce fait-là, nous obtenons les conséquences en sont des pathologies. Donc la spiritualité déjà, elle crée, de par la compréhension de ce que tu es, elle crée un espace intérieur, elle crée une liberté intérieure. Cette liberté intérieure te permet de réfléchir avec moins d'urgence. Elle te permet, je dirais, de voir si tu es correctement connecté à ton être. Si tu es, voilà, tu prends du temps et de l'énergie là-dessus, et non pas pour réaliser quelque chose par rapport à la société. La société n'existe que parce qu'il y a des individus. Ça veut dire que, est-ce que c'est la société qui doit commander ou est-ce que ce sont les individus? Mais les individus ne sont rien en eux-mêmes parce qu'ils sont vides intérieurement. Donc ils se reposent sur une étiquette qu'on appelle société, qui est un ensemble d'individus. Cet ensemble d'individus qui ne représente rien sinon des gouvernants qui sont peu nombreux et qui font qu'on doit marcher de cette façon et pas de cette façon. La liberté te rend libre de tout ça. C'est-à-dire qu'elle ne te rend pas libre dans les faits directement. C'est-à-dire que tu ne peux pas te dégager immédiatement je peux sortir complètement du modèle de la société à l'heure actuelle, mais elle te donne il y a un tampon qui naît entre ton intérieur et la société. Et tu revois ta propre écologie ou ta propre façon de te voir à l'intérieur, ce qui va donner ce qui va t'amener à une réflexion nouvelle sur qu'est-ce que tu dois faire au quotidien pour éventuellement améliorer ou amener cet état de spiritualité autour de toi, c'est-à-dire à partir d'une écologie intérieure. La notion de devoir est délicate, tout simplement parce qu'elle a une connotation extrêmement sérieuse, dans le mauvais sens du terme. C'est-à-dire qu'elle va te donner une pression supplémentaire de « il faudrait que tu fasses ça », parce que pour sauver la planète, pour sauver ceci, pour sauver cela.
d'un point de vue spirituel, nous sommes tous mortels physiquement. La Terre est mortelle, toutes les telles planètes sont mortelles, tout naît et tout meurt. Ce n'est pas un problème. C'est-à-dire, de ce point de vue spirituel, je dirais, d'un point de vue, si nous prenions suffisamment de hauteur, ce n'est pas un problème. Quand on vit dans un espace-là, et si on était un petit peu plus conscient, on respecterait bien et on respecterait mieux cet espace, comme on respecterait mieux notre corps physique qui est notre Terre. C'est la même chose. Est-ce que nous sommes capables de respecter réellement notre corps physique? Et à ce moment-là, on peut se mêler de voir si on peut le faire à l'extérieur de soi par rapport à la Terre et par rapport à d'autres choses, et par rapport aux relations avec les autres. Voilà. Est-ce qu'on s'est remis en question par rapport à ça? Est-ce que réellement on est dans une notion de respect et de conscience par rapport à soi-même? Tout ça, ça soulève beaucoup de questions, mais pour le faire simple, je crois que d'abord, ce qui nous manque, c'est quelle est notre relation avec nous-mêmes. Une fois qu'on a trouvé, peu ou prou, quelle est la relation avec nous-mêmes, à ce moment-là, les autres questions qui sont extérieures à nous vont se présenter parce que nous serons capables, à ce moment-là, d'y répondre. C'est un peu comme si on nous demandait, nous avions 5 ans, et on nous demandait de réfléchir ou de faire comme des adultes. En spiritualité, nous sommes comme des bébés. Intérieurement, nous n'avons pas encore vécu. C'est-à-dire notre vie intérieure est très faible. Très, très, très faible. Je ne parle pas de psychologie seulement. La psychologie, c'est quoi la psychologie? La psychologie, c'est surtout ce qui ne va pas. C'est-à-dire c'est finalement notre intérieur, mais ce n'est pas une écologie, c'est quelque chose qui souffre à l'intérieur. La spiritualité, c'est la joie. Donc si nous naissions vraiment à cette vie intérieure, il n'y aurait pas de problème, il n'y aurait plus de problème, je dirais, majeur par rapport à l'extérieur. C'est tout sauf de l'égoïsme. Souvent, on va vous reprocher du fait que tu t'intéresses qu'à toi, tu t'intéresses qu'à ton intérieur, on va vous reprocher d'être égoïste. Mais non, l'égoïsme, il n'est pas là. L'égoïsme, il est dans faire croire aux autres que vous n'êtes pas égoïste en vous occupant des autres. Vous occupez des autres par intérêt. Vous ne vous occupez pas des autres pour vous. C'est pour les autres, je dirais. Vous vous occupez des autres par intérêt et uniquement par intérêt. La conscience, si nous prenions conscience, la conscience nous relie. Nos égos nous séparent. Nous sommes séparés par nos égos. Par nos avoirs aussi. Parce que les avoirs déterminent des hiérarchies, déterminent des passe-droits. La conscience, il n'y a pas de passe-droit. Il n'y a pas de hiérarchie. Il y a tout simplement... il y a tout simplement la vie, et la vie c'est la même pour tout le monde. Les principes de vie sont là pour tout le monde, ce sont tous les mêmes. Et les difficultés de vie sont là, sont les mêmes pour tout le monde. On nous a fait croire que si on était riche matériellement, avec beaucoup d'avoir, on aurait beaucoup de sécurité et beaucoup de bien-être. Mais dans le mot bien-être, il faudrait enlever être. Seulement garder bien, beaucoup de biens. D'ailleurs, on dit des biens. Combien tu as de biens? Et on le transforme en bien-être. Mais même les riches se leurrent pas. C'est-à-dire qu'ils savent très bien que intérieurement, même s'ils ont beaucoup de biens, c'est pas ça. C'est pas ça qui compte. Souvent, ils ont peu d'amis. Souvent, ils ont une vie très pauvre intérieurement. Dans les relations vraies. Les relations vraies sont très pauvres. Donc, voilà. Et pourtant, on nous a fait croire que c'était la seule voie pour pouvoir sortir du panier de crabe, je dirais, être au-dessus et écraser plutôt que d'être écrasé. C'est toujours une logique de prédateur. Voilà. Or, nous sommes, comme j'ai dit tout à l'heure, nous sommes masculins et féminins en soi. Nous sommes prédateurs et proies aussi. Alors, les deux.
mais on ne respecte pas les proies, et on se voudrait prédateur, et uniquement prédateur. Observez la nature elle est magnifique, qu'elle soit du côté des prédateurs ou du côté des proies. Et nous, on voudrait conserver que le plus fort, le yang, qui domine. Toute la problématique, elle est là. Ça va, là, j'ai répondu à peu près. Voilà, on pourrait en parler longtemps. Voilà. J'ai toujours considéré, pour ma part par exemple, le devoir, ça m'a toujours fait peur. D'abord parce que j'en étais bien incapable, et donc je préférais jouir de la vie. C'est-à-dire que j'étais très égoïste à la base. Finalement, je préférais me mettre toujours en premier plutôt qu'en second. Me servir en premier plutôt qu'en second. Donc, si c'était resté comme ça, et avec le même état d'esprit, il y a un enfermement et il y a une sorte d'exacerbation de l'ego et une sorte de maladie qui s'installe, un vrai égoïsme qui s'installe par rapport à ça. Mais si on l'étend avec un développement interne, c'est-à-dire en se trouvant et non pas en ayant besoin, en ayant des manques, parce que le problème psychologique de chacun, c'est le manque, mais ce n'est pas le manque d'avoir, c'est le manque d'être. Donc si on se trouve en tant qu'être, cette façon de voir, qui est une façon plutôt tournée vers le plaisir et la jouissance, elle peut se transcender, et non pas être un plaisir et une jouissance, je dirais, basique, animale ou banale. Elle peut se transcender vers quelque chose de beaucoup plus beau, beaucoup plus poétique, beaucoup plus élevé, beaucoup plus légère. Et à ce moment-là, permettre à d'autres de rentrer dans ce type de relation. Ce type de relation est très respectueux, en fait. Si ce n'est pas uniquement pour ma paume, c'est-à-dire que si je ne me fais pas uniquement plaisir pour moi au détriment de l'autre, ce n'est pas égoïste. Si j'intègre l'autre dans le plaisir que l'on va ressentir dans la relation, à ce moment-là, ce n'est plus un égoïsme. Ça peut être à 2, ça peut être à 3, ça peut être à 10, ça peut être à 20, ça peut être à 200. J'étends la façon de voir, qui est une notion d'abord de plaisir, de joie, de légèreté, plutôt que de devoir. En devoir, ça me fait penser tout de suite à société, et pas forcément à être, effectivement. Et ça veut dire qu'on a déjà un formatage, parce que c'est la société qui nous fait devoir. Sinon, on ne doit rien à personne, rien qu'à soi. Et ça me fait un peu peur, cette idée de penser qu'on doit, parce que... Enfin, peur, enfin, c'est pas une peur, c'est une façon de m'exprimer, mais ça me fait prendre une conscience qu'effectivement, on n'est pas là en tant que concurrent, quoi. Et tant que l'humain cherchera à agir et pas laisser agir, à vouloir faire sans laisser agir, c'est là où on a... Est-ce que la question de, à chaque fois qu'on a un acte ou une pensée ou une démarche, la question ce serait pas qui parle en moi ou en toi, qui parle, et avoir cette conscience de distance et de reconnaissance, en tout cas, de qui est à l'œuvre au moment de la pensée, au moment de vouloir faire l'acte. Tout à fait. Et c'est une question que je trouve par information, par enseignement, j'ai pu mettre un petit peu omniprésente, voilà, enfin, le plus souvent possible dans ma vie, de savoir qui parle. C'est ça. Et je pense que là, on peut déjà voir, c'est plutôt l'être
ou si c'est plutôt enfin, le côté, bon, vous disiez masculin, féminin, si je veux reprendre votre idée, oui, je comprends ce que vous l'être il est du côté masculin et féminin, hein, je n'ai pas dit que l'être est du côté du féminin et que l'avoir est du côté du masculin. Il y a une exagération, c'est juste une exagération. Mais je suis d'accord, c'est dans la conception que je suivais ce que vous disiez. C'est-à-dire, est-ce qu'on est dans un mode conquérant, égotique et de vouloir être dans l'avoir et dans le côté égoïste, égocentrique, ou est-ce qu'on est dans une démarche, une réponse à une situation, à une personne, dans une démarche voilà, de l'être, c'est-à-dire autre chose qui parle, et que l'on n'a pas l'habitude, qui ne nous est pas enseigné par l'école nationale. En tout cas, moi, c'est pas l'école nationale qui m'a enseigné ça, c'est la vie, c'est les personnes que j'ai connues, justement un peu plus en dehors, qui m'ont permis de prendre ces consciences. Enfin voilà, je vais peut-être dire autre chose, mais c'est un peu compliqué de parler au micro longtemps. Ouais. Mais voilà, pour moi, il n'y a pas de devoir. Enfin, je trouve que c'est déjà très... Enfin, j'ai pas envie de devoir. Voilà. Voilà, merci. Toujours pareil, lorsque je parle, ou lorsque quelqu'un parle, il faut être bien conscient que vous parlez, mais que vous n'imposez pas. C'est-à-dire que, par exemple, même dans la notion tout à l'heure de devoir, si par exemple pour cette personne-là, le devoir est important, qu'à l'heure actuelle, c'est son moteur, c'est respectable. C'est-à-dire qu'on peut très bien imaginer que pour se déplacer, pour changer d'axe de vie, peut-être ça peut être un ressort qui peut amener cette personne-là à lui donner une certaine force, tout du moins, à partir de ce qu'elle croit comprendre de la vie. Je ne dis pas qu'elle a raison, mais à partir de ce qu'elle est, de ce qu'elle croit comprendre de la vie, de son niveau de conscience, peut-être que le devoir va être un outil pour faire bouger les choses. Voilà, donc là aussi, c'est très important de faire en sorte de ne pas juger trop vite et trop fort quelque chose qui peut servir à un moment donné. Mais ce qui est important de dire, c'est de ne pas s'arrêter à ça. C'est-à-dire que quels que soient les outils, quel que soit le niveau de conscience dans lequel nous nous trouvons, ce ne sont que des niveaux de conscience. Ça veut dire que peut-être demain, nous parlerons autrement, nous aurons encore un niveau de conscience plus élevé et nous serons capables d'agir différemment avec de nouveaux ressorts, avec de nouvelles forces, etc., etc., etc. Donc ce qui est important dans ce que vous dites, dans ce que tu dis, de qui parle, oui, effectivement, et c'est un cheminement très, très délicat, très difficile. Ça veut dire, quel est votre niveau de conscience qui parle? À quel niveau de conscience vous parlez? Parce qu'en fait, il n'y a personne, au sens littéral du terme, il n'y a que des consciences, si vous voulez. Des consciences, mais qui sont filtrées à travers des personnes. Donc ça veut dire à travers des histoires de personnes. Donc au moment où vous parlez, il y a peut-être votre être derrière qui voudrait dire quelque chose, mais vous traduisez ce quelque chose à travers votre histoire. Donc à travers finalement un filtre qui vous concerne qui est de l'ordre de votre histoire à ce moment-là. Voilà. Et ça aussi, ça fait partie de la prise de conscience. C'est-à-dire qu'au moment où vous parlez, évitons d'enfermer quelqu'un en lui disant « tu devrais faire ceci, tu ne devrais pas penser comme ça, etc., etc. » Il faut bien comprendre que nous sommes là tous pour grandir et que c'est chacun de nous qui empruntons
les outils que nous trouvons au moment où nous les trouvons. Et nous découvrons, en fait. Et nous sommes là pour découvrir quelque chose. Donc, la spiritualité, c'est tout sauf amener quelqu'un à penser comme moi, ou comme on devrait penser. C'est tout sauf ça. C'est un champ de possibles inimaginable. C'est-à-dire, c'est tout sauf une religion, si vous voulez. Une religion, la plupart des religions, créent un clergé, créent des écrits, certains écrits, et tout le monde doit se référer à une certaine éthique, des dogmes, etc., etc. La spiritualité, c'est pas du tout ça. C'est aussi varié que ce que la vie a pu proposer depuis la nuit des temps, depuis l'origine. Donc, il n'y a pas de limite, où il n'y a pas de il faut, ou il faudrait. Et il n'y a pas d'enfermement dans ce que nous devrions faire plutôt qu'autre chose. Si vous pensez que pour vous c'est important, à un moment donné, faites-le. La seule différence, c'est je pense que c'est important et je ne le fais pas. La spiritualité, c'est pas juste le penser, c'est pas juste le prendre conscience, c'est l'acter. Autrement, c'est pour ça qu'on peut être pris pour des rigolos. Vous vous dites, oui, moi la spiritualité, vous êtes un beau parleur intérieurement, etc., mais après vous n'êtes pas capable dans la vie de tous les jours d'acter quelque chose. La spiritualité, elle doit être suivie de force, d'une puissance. Ça veut dire que vous avez la puissance de changer le monde en vous, vous avez la puissance de changer le monde autour de vous, parce que vous êtes capable d'acter quelque chose. C'est pour ça que je vous disais, j'ai introduit un petit peu la conférence comme ceci. Nous pouvons maintenant sortir, je dirais, ces pensées de notre intimité. Nous pouvons déjà en parler. Mais en parler, c'est une étape. C'est juste une étape. Ça veut dire que, en même temps qu'on va se construire à l'intérieur, on va découvrir la puissance dont nous disposons. Tout ce qui a été inventé par l'homme n'est pas venu comme ça. C'est venu, ça lui a été transmis par image, par rêve, et tout simplement parce qu'il avait les capacités cognitives et parce qu'il avait suffisamment de curiosité et aussi surtout qu'il avait la nécessité pour pouvoir survivre d'inventer tous les outils qu'il a pu inventer, et donc tout son environnement est venu par rapport à la spiritualité. Nous sommes là parce que nous avons évolué jusqu'à maintenant, parce que nous avons reçu des informations qui n'étaient pas uniquement le fait d'un génie cortical. Tous les génies ont d'abord reçu une idée qui ne venait pas d'eux. Ensuite, ils l'ont acté. Ils en ont fait quelque chose, et c'est devenu quelque chose. Seulement, on ne l'a pas assez dit. C'est-à-dire qu'au lieu de dire « c'est un génie, voyez son cerveau, ce qu'il est capable de faire », on n'a pas suffisamment dit « voyez son être, ce qu'il a permis, la puissance de son être qui lui a permis d'acter ceci ». Et après, on a mis ces personnes-là sur un piédestal, on les a installées, et finalement on a fait un culte de la personnalité, alors que derrière c'était un être qui a acté la chose, qui a acté l'information. Ça va, c'est... Donc, bon, on peut laisser peut-être encore... Je dirais de séparer, par exemple, enfin d'utiliser ces outils, l'ego, le mental, l'émotionnel, et le corps physique, qui est aussi une grande, enfin, qui a plein de portes. C'est
pour apprendre à se connaître, la personnalité humaine, elle a besoin de jouer avec tout ça. Enfin, voilà, c'est ce que ça me... Tout à fait, tout à fait. Tu as raison, voilà, à contrario du devoir, je pense que si ce qui nous manque le plus, justement, c'est cette légèreté, mais cette légèreté qui serait profonde à ce moment-là. Parce que jouer inconsciemment comme des enfants, c'est magnifique, voilà. Mais on pourrait rejouer ou jouer notre vie différemment, voilà, en étant plus conscient, mais toujours en étant conscient que, comment dirais-je, de l'ambiance que nous sommes capables d'amener ou pas. C'est-à-dire que finalement, qu'est-ce qui fait que quelque chose va se développer correctement? Par exemple, si on reprend l'analogie par rapport à l'écologie et par exemple par rapport à faire pousser des plantes, eh bien, c'est l'ambiance que l'on va amener, pas seulement la bonne terre, mais aussi l'ambiance que l'on va amener tout autour, donc l'environnement, qui va faire que la plante va se développer. Et nous sommes, spirituellement, nous tous, des porteurs d'ambiance. C'est-à-dire ce qui va favoriser la mise en relation, l'émergence de belles idées, l'émergence d'actes qui vont suivre aussi, c'est finalement l'ambiance que chacun peut amener en soi et autour de soi. C'est aussi donc une énergie que l'on apporte pour la créer, cette ambiance. Complètement. C'est avec notre propre énergie qu'on crée l'ambiance. Tout à fait. Je dirais, oui, avec notre qui dit prendre conscience, dit énergie derrière. C'est-à-dire que si juste prendre conscience, c'est se parler en soi, ça n'a pas besoin de beaucoup d'énergie et ça ne produit pas grand-chose. Mais si prendre conscience, ça devient un acte, ça déclenche des phénomènes énergétiques. Ça déclenche des situations, ça déclenche des changements. Ce sont ces changements qu'il est maintenant important de mettre en avant. C'est-à-dire que, est-ce que ta prise de conscience, elle a fait évoluer ta façon de vivre, ta façon de voir les choses, pas seulement ta façon de parler, mais aussi ta façon de vivre, ta façon de rentrer en relation avec les autres aussi. Voilà, merci. Oui, là-bas. Tout ce qui a été dit m'amène à me poser des questions et à me faire des réflexions. Et j'ai l'impression que ce n'est pas vraiment par hasard si la question du devoir a été posée en premier, peut-être parce que tu l'as amené, et puis ensuite on parle du jeu, et bon, je me demande si ce devoir-là n'a pas quelque chose qui relève de quelque chose qui nous impose, qui nous est imposé, comme une dictature, parce que tout simplement, on a perdu peut-être le sens du jeu, de l'introspection, et qu'on est angoissé, qu'on est stressé, qu'on a une pression. Alors on dresse comme ça des devoirs. Il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, mais parce que tout simplement on ne se regarde pas. On ne se regarde pas à l'intérieur. Et on a peur. Et on impose encore des règles. On joue aux apprentis sorciers, on se dit, on veut prendre la place de la nature, quelque part. Alors que la nature, quand on la regarde, tu l'as dit toi-même, elle est prédateur, elle est proie, et elle sait très bien s'en sortir toute seule. Donc, je sais pas pourquoi, je sais pas comment. Peut-être que tu vas nous expliquer comment faire ce vide. Et puis qu'est-ce que c'est ce vide? Est-ce que c'est ça l'énergie? Est-ce que, voilà, j'aimerais bien que tu parles de tout ça. Alors, donc on a en balance deux forces. La force de devoir, la force de jeu. Et le jeu des forces. Donc finalement, tout ça c'est un jeu de force. Mais la façon dont on le prend plutôt sous la coloration du devoir, ou plutôt sous la coloration du jeu. Si nous étions conscients
que nous jouions dans une pièce de théâtre. Nous avons tous un rôle qui peut évoluer, qui peut changer au cours de la vie. Mais nous jouons une sorte de pièce de théâtre. Sommes-nous des bons acteurs de notre pièce de théâtre? Sommes-nous des bons acteurs? C'est-à-dire, est-ce que nous avons été des bons acteurs, ou est-ce que nous sommes maintenant des bons acteurs, ou est-ce qu'il y a encore beaucoup de boulot pour devenir un bon acteur de sa vie? Avec, qui dit acteur, quelle est la différence entre un acteur, par exemple, de cinéma ou un acteur de théâtre? Il joue un rôle qu'il pense ne pas être le sien. C'est-à-dire qu'on lui propose un scénario et il joue le rôle de quelqu'un d'autre, à travers, souvent, des caractéristiques qui correspondent bien à ce qu'il est en train de jouer. Et c'est pour ça qu'il le joue bien. Nous, on est arrivé avec un certain type de scénario, qui est évolutif, puisque c'est pas forcément le même au départ, et au fur et à mesure, il bouge. C'est-à-dire le scénario bouge, et finalement, la pièce de théâtre est en train d'évoluer. Mais est-ce que dans cette pièce de théâtre, nous serions capables de jouer avec la distanciation que font ou que fait un acteur, une actrice, par rapport au rôle qu'on lui a assigné? Posons-nous la question seulement de ça. Vous allez me dire, mais non, ma vie, c'est pas une pièce de théâtre, c'est sérieux. Ça craint, je risque des trucs, etc. C'est la réalité. Voilà, ma vie, c'est le réel, et la pièce de théâtre, le film, c'est pas le réel. Voilà, vous allez m'opposer ces deux réalités. Et donc, en m'opposant ces deux réalités, vous allez retomber systématiquement dans le sérieux de votre vie. Donc, le devoir. Et donc, vous auriez aimé jouer votre vie. Vous auriez aimé être distancié par rapport à votre vie. Vous auriez aimé amener plus de légèreté par votre vie, mais ne retombons-nous pas dans le sérieux et le devoir, faute de distanciation par rapport à nous-mêmes et par rapport au rôle que nous jouons dans la société, et pour nous, et autour de nous. C'est le... Par rapport à la notion de vide, de ce que tu as soulevé, lorsqu'on est acteur, ou lorsqu'on doit faire quelque chose, il faut remplir un espace. Puisqu'on doit faire quelque chose, il faut remplir cet espace de ce qu'on doit faire, parce que si on ne le remplit pas, on ne fait pas ce qu'on doit faire. On ne laisse pas assez de place, si je puis dire, au vide, à l'expression du vide. Les orientaux sont plus forts que nous là-dessus. C'est-à-dire qu'ils ont mis au centre de leur philosophie, ils ont mis le vide. Au centre de l'équation, de la vision que les scientifiques physiques de la physique quantique voient maintenant, ils mettent le champ du point zéro. Donc au centre de tout ça, c'est le champ du point zéro. Le champ du point zéro avec les données de Planck qu'on appelle. Ils disent tous, c'est là où se situe, c'est là où, dans ce vide, c'est là où il y a une énergie de dingue. C'est pas du tout accessible par nos sens, mais c'est là où se trouve toute l'énergie. Ne serait-ce pas cette énergie qui serait en correspondance avec la conscience? Et donc à cette fameuse puissance que je disais tout à l'heure. Mais nous, quand on dit conscience, on dit conscience du moi. On pense conscience du moi. C'est-à-dire que lorsqu'on dit « est-ce que tu es conscient ?» vous le dites avec la présence et le personnage. C'est-à-dire il y a tout le personnage qui arrive
dans votre tête, je dirais, l'image de vous-même, l'image de nous-mêmes, de chacun de nous, arrive dans « je suis conscient ». Vous dites « je suis conscient », mais on ne sait pas ce que c'est d'être conscient, véritablement. Parce que lorsqu'on dit « je suis conscient », en arrière-plan ou en arrière, il y a l'idée du moi qui est compris dans « je suis conscient ». Or, est-ce que le moi peut être conscient? Au sens de conscience. C'est-à-dire que lorsque, en spiritualité, on parle de conscience, on ne parle pas uniquement d'une attention. Par exemple, lorsque vous êtes conscient que vous êtes dans la voiture et que vous devez conduire d'une certaine façon, vous êtes conscient que vous êtes vous, au volant, et que vous devez être attentif, donc conscient à ce qui est, pour la survie de votre corps. Et pour la survie, éventuellement, de ce que vous allez, des gens que vous allez croiser. Ça, c'est un type de conscience qui est finalement un type de conscience au quotidien, qui est lié à la survie du corps. Qui est lié au fait que nous sommes tous ici en vie, et que nous avons été suffisamment, entre guillemets, conscients, et avec beaucoup de chance aussi, pour dire, je suis là, vivant, et on peut parler, ou on peut écouter, on est là. Voilà. Mais c'est... Derrière, il y a toujours une idée de conscience avec un filtre. Est-ce que c'est ce filtre, la spiritualité, finalement, c'est quoi? Ce serait quoi? Ce serait partir du moi, donc du filtre, donc partir de ce que vous croyez être, consciemment, en incluant même inconsciemment, parce que là c'est l'iceberg, c'est tout la face cachée de l'iceberg, c'est surtout ça, hein, notre moi, c'est surtout de l'inconscient, et très peu de conscient. Cet inconscient, souvent on peut s'apercevoir que cet inconscient est intelligent, mais le conscient n'est pas intelligent. Or, en spiritualité, on dit il faut devenir conscient, parce que ce serait l'intelligence. Si on dit ça, ça ne ressemble pas à la conscience du moi, qui souvent n'est pas très intelligent, qui se mêle de ce qui ne... Par exemple, je donne un exemple. L'inconscient, c'est 98% régi par notre cerveau reptilien. Le cerveau reptilien, il s'occupe de tout. Tout le fonctionnement physiologique du corps est régi par le cerveau reptilien. Ça veut dire qu'il est capable, lui, de réagir à la microseconde par rapport à n'importe quelle situation. Pendant que nous parlons là, il fait un boulot de dingue. Et nous, quand on dit « je suis conscient, je suis quelqu'un, je suis ceci, je suis cela », c'est vraiment la mouche du coche, comme on dit, c'est-à-dire un petit animal tout petit qui dit « et moi, non, toi, tais-toi ». Si tu te mêles de ce qui ne te regarde pas, tu fous tout par terre. Donc la spiritualité, c'est déjà d'intégrer une grosse partie de l'inconscient, comme étant l'intelligence à l'œuvre, et non pas la bêtise à l'œuvre. Et de voir que nous représentons en tant qu'égaux souvent la bêtise plutôt que l'intelligence. Donc si nous devenons un peu plus intelligents, il faut déjà aller voir cette bêtise que nous appelons conscient. Ça va? Est-ce que c'est... Faire confiance, pas aveuglément. Donc vous voyez, par exemple, j'aborde maintenant ce thème. Se faire confiance et faire confiance.
En fait, les deux vont s'alimenter l'un l'autre. On ne peut pas faire confiance totalement à l'autre si on ne se fait pas confiance. Et on ne peut pas non plus se faire confiance si on ne donne pas la confiance à l'autre. Or, nous avons monté nos relations surtout sur la méfiance. Vous n'êtes pas d'accord? C'est-à-dire que tout au long de notre vie, on s'est beaucoup plus méfié, justement par rapport à la vision que nous avons d'une société crocodile. Nous nous sommes beaucoup plus méfiés que nous sommes allés vers donner notre confiance, faire confiance à l'autre, etc., etc. Voilà, nous sommes enfermés, nous sommes coincés derrière tout ça. Comment peut-on réhabiliter notre confiance en nous-mêmes si nous partons uniquement de notre petite histoire? Si nous n'intégrons pas l'intelligence à l'œuvre, que tout à l'heure j'ai classé dans l'inconscience. Par exemple, il est évident que si l'homme disparaît, le monde végétal va se régaler. Vous êtes d'accord? Donc, nous ne sommes pas indispensables pour le monde végétal. Vous êtes d'accord? Le principe intelligent. Voilà. Voilà. Donc, lorsqu'on dit, par exemple, je suis confiant en moi, déjà, j'ai rajouté en moi. C'est mieux en société, et c'est mieux si vous voulez développer quelque chose, que vous partiez battant. Vous êtes d'accord? Si vous partez déjà perdant dans cette société, c'est évident que vous ne ferez rien. Donc, on a été conditionné pour partir de cet aspect-là. Parce qu'il faut sortir de chez soi pour aller trouver sa place. Donc, il faut un minimum de confiance en soi-même pour pouvoir sortir de chez soi et pour pouvoir dire moi je vais le faire parce que moi je le vaux bien, etc., etc. Donc ça part de cette idée-là. Donc pour des questions tout à fait ordinaires, ça fonctionne. Mais ça ne veut pas dire qu'on soit vraiment, réellement, intérieurement en confiance. On fait comme. On fait semblant. On fait semblant, avec les données que nous avons, égotiques, de conditionnement, etc., on fait semblant d'être confiant, parce qu'il vaut mieux faire semblant d'être confiant, parce que ça donne quelque chose, ça rend quelque chose, alors que si on se regarde intérieurement et dit « Ah ben non », psychologiquement vous dites « Ah ben non, de toute manière, j'ai vraiment pas confiance en moi, et donc je vais être honnête avec les autres, et je vais leur montrer mon vrai visage », mais à ce moment-là, vous restez à la maison. C'est-à-dire que vous ne servez à rien. Donc, faire semblant, je fais le lien avec l'acteur. On peut faire semblant d'avoir confiance en soi. Tout en étant conscient, on fait semblant. Mais si derrière, on ne développe pas une démarche spirituelle, on ne fera que semblant. C'est-à-dire que toute notre vie, ce sera juste un leurre pour les autres, et pour être meilleur que les autres, on piégera les autres grâce à ces masques que nous plaçons devant nos visages pour pouvoir capter ou capturer les autres. Lorsqu'on ouvre son champ de conscience, autre
et que ça déborde la notion de personnalité, la notion de moi, etc., etc., on n'est plus obligé de faire semblant de la même façon. Et avec qui? C'est-à-dire en fonction de la situation. Et la confiance ne dépend pas du leurre qu'on est en train de mettre en avant, mais elle dépend de quelque chose de beaucoup plus profond, c'est-à-dire d'une connexion qui fait que cette connexion nous extrait de la peur viscérale de disparaître. La peur viscérale de disparaître fait que nous sommes tous enfermés dans moi-je. C'est cette peur viscérale de disparaître qui fait que nous parlons tous le même langage et nous sommes vivants là parce que nous avons tous fait semblant d'être en confiance. Avec un moi-je qui flippe à mort parce qu'il va disparaître. Ou parce qu'il va tomber malade, ou parce qu'il va perdre ses êtres chers, ou parce que ceci, ou parce que cela. Donc en fait, nous sommes des êtres, entre guillemets, êtres flippés. Et ces êtres flippés font semblant de ne pas l'être, ou de l'être moins que le voisin, de se sentir plus courageux, etc., 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 mais qui en réalité est juste un emprunt d'une énergie qui camoufle la peur viscérale de disparaître. La spiritualité, c'est découvrir qu'on ne peut pas disparaître. Lorsqu'on l'entend, on l'entend. Ça ne change pas la peur. Lorsque vous l'entendez par exemple de ma bouche, vous n'allez pas rentrer chez vous, si vous ne l'avez pas réalisé, vous n'allez pas rentrer chez vous en disant j'ai plus peur. Donc je suis en parfaite confiance. Vous l'avez entendu. Mais vous dites d'accord, c'est bien, c'est agréable à entendre. C'est très agréable, mais vous dites oui, mais il se raconte quelque chose pour ne pas avoir peur. Il se fabrique un au-delà, il se fabrique une poursuite, une continuation, une immortalité pour ne pas avoir peur. Donc il se fabrique un discours pour dire, voilà, ça ne tient plus sur un semblant ou une force qui en impose aux autres, ça tient sur un discours qui fait que je me suis rassuré à l'intérieur en me disant, de toute manière, je ne disparaîtrai pas. Lorsque je dis ça, est-ce que je le dis de façon absolue ou est-ce que je le dis de façon relative? Si je le dis de façon absolue, ça exclut toute relativité. Donc ça veut dire que, par exemple, l'évolution de chacun, est-ce que votre évolution, elle passe de « je flippe » à « je suis parfaitement confiant et conscient que je ne vais pas disparaître ». Pas le jeu, mais que la conscience ne disparaît pas. Entre ces deux, il y a tous les degrés d'évolution. Ces degrés d'évolution prouvent que, au départ, ça peut être des belles paroles. Vous avez écouté, par exemple, un témoignage. Vous avez entendu quelque chose de très beau. Et vous dites, pourquoi pas? Mais vous n'y croyez pas. Mais vous dites, pourquoi pas? Et petit à petit, ça vient vous chercher plus profondément. Et puis vous apercevez, dans la vie de tous les jours, que réellement vous devenez confiant. Que vous faites de moins en moins semblant d'imposer une pseudo-confiance, mais que vous êtes réellement confiant. Que vous êtes moins stressé. Que vous abordez les situations même difficiles, y compris sa maladie, y compris les situations affectives, etc., avec beaucoup plus
tranquillité relative. Parce qu'il y a quelque chose en vous, qui n'est pas une chose, qui est vivante. Cet élément est devenu vivant, et comme c'est devenu vivant, ce n'est plus juste une parole, ce n'est plus juste une croyance. Mais voyez à quel point nous partons de loin dans notre société. Parce qu'on ne croit plus du tout la religion. Il y a longtemps qu'elle s'est effondrée dans nos têtes. Tant mieux, je dirais. Elle a servi un temps. Maintenant, on n'en a plus besoin. La science, on peut toujours en avoir besoin. La religion, on peut s'en passer. Mais la conscience est une absolue nécessité pour ne pas laisser l'intelligence uniquement au rang de la survie, mais que cette conscience déborde la survie du corps et la surveillance et l'attention que l'on porte par rapport à la survie du corps, que l'on ne respecte pas d'autre part. Hein. Voilà. On est à la fois flippé et en même temps irrespectueux au possible par rapport à la vie de ce corps. Nous ne sommes pas crédibles aux yeux des autres parce que nous ne sommes pas capables d'être un exemple en soi-même d'intégrité par rapport à ça. Donc, on a entendu beaucoup de belles choses de par le monde depuis la nuit des temps. On n'a pas forcément vu de belles choses au prorata de ces belles choses qui ont été dites. L'humain a un potentiel de beauté incommensurable. Mais ce qu'il a montré beaucoup plus, c'est sa capacité à torturer, à infliger le mal, à dominer, à écraser, à détruire. Quand j'étais petit, moi, j'étais le champion de la destruction. Je ne me rappelle pas, pratiquement, il a fallu que je grandisse pour me rappeler que j'étais capable de construire. Ce que je me rappelle beaucoup, c'est que j'étais capable de détruire. Donc on est tous meilleurs dans la destruction que dans la construction. Ça, c'est la preuve de l'égoïsme de départ. C'est plus facile. Ah, c'est plus facile. Qu'est-ce que c'est détruire? C'est dire, voilà, cette société est pourrie, je vais la détruire. Mais c'est comme les enfants. Tu as pensé à autre chose derrière? Positif du bon sens dont je viens de parler, ou est-ce que ce positif, c'est une vue de ton esprit qui finalement s'oppose au bon sens naturel? Ou alors, est-ce que la nature ne demande que ça pour évoluer? Qu'est-ce qui va faire que ça va marcher ou pas? Ben justement, ça va être par rapport à vos peurs. C'est-à-dire que vous allez intégrer des informations qui ne correspondent pas à une certaine réalité naturelle et culturelle. Cette opposition va déclencher une batterie de peurs. Derrière, est-ce que ce sont les peurs qui vont gagner, ou est-ce qu'il va y avoir des certitudes, ou une lumière, une conscience qui va faire que vous allez mordicus maintenir le cap? Soit vous disparaissez en maintenant le cap, soit vous avez changé la nature. C'est ça l'aventure. L'aventure spirituelle, c'est un engagement tel que ce ne sont plus des idées, c'est tu tentes l'aventure, en tentant l'aventure, tu vois si tu as été capable de la mener, cette aventure, jusqu'au bout, ou si tu ne fais qu'en parler.
Par exemple, ce qui nous différencie de la spiritualité des hindous, par exemple, ou notre spiritualité à nous, c'est que eux, ils font, nous, on parle. Par exemple, lorsque un éveillé indien parle ensuite, transmet quelque chose, il a vécu sa propre mort, il est allé il a fait une retraite en jungle tout seul, il a essayé de voir s'il pouvait se passer de manger, il a essayé de voir des tas de trucs, s'il pouvait dépasser ses tabous, s'il pouvait dépasser sa morale, s'il pouvait dépasser son éthique, s'il pouvait dépasser toutes les résistances qui se présentaient à lui. Il n'a pas fait que parler. Il est allé au charbon. Lorsqu'il est allé au charbon et qu'il n'en est pas mort, il devient un être éveillé. Mais il aurait pu mourir plusieurs fois. Nous, qu'est-ce qu'on fait? Souvent, on dit, je fais un chemin spirituel. Et ce chemin spirituel, il ne représente pas un gros risque. Hein. C'est vraiment léger. C'est souvent très léger. Par exemple, quelqu'un qui s'engage même sur le plan matériel, il est beaucoup plus crédible, bien souvent, parce que finalement, il est plus courageux dans son entreprise que quelqu'un qui parle de spiritualité ou qui se croit spirituel et qui, au quotidien, finalement, est complètement étriqué et n'est pas allé voir ce qui le faisait vraiment peur. Donc là aussi, je veux dire, ça regarde vraiment chacun d'entre nous de voir dans quelle mesure on est capable ou pas de ne pas faire que parler, mais de voir dans quelle mesure nous sommes capables d'aller au charbon en disant spirituel, ou en disant ceci, ou en disant cela, derrière une étiquette. Alors finalement, les changements, notre évolution passe d'une liane à une autre liane. Donc, à un moment donné, on peut se casser la gueule entre ces deux lianes. Ça ne s'appelle pas parler, ça s'appelle expérimenter. Donc, dans toute spiritualité, il y a deux aspects. On m'apprend à voir qu'il y a une liane, c'est la connaissance. Pour traverser l'Amazonie, je vois sur un plan qu'il y a telle ou telle liane, que je peux prendre telle ou telle liane, donc me déplacer de liane à liane. Ça, c'est la connaissance qui vous le dit. C'est-à-dire que vous pouvez rester assis, là, vous pouvez rester assis, et avoir des informations pour vous dire, voilà, tu peux changer ça, parce qu'il y a cette possibilité, etc., etc. Maintenant, une fois qu'on vous l'a dit, à vous de voir si vous voulez vraiment vous aventurer dans votre Amazonie et voir si vous êtes capable de sauter d'une liane à l'autre en pensant très bien que si vous n'êtes pas assez adroit, vous allez vous casser la gueule entre ces deux lianes. On ne peut pas se prétendre ou transmettre la spiritualité si on n'a pas le courage intérieur d'aller jusqu'au bout, jusqu'à sa propre disparition. Donc il faut miser sa propre mort. Vous voulez vous engager sur un chemin spirituel, vous dites ok, c'est beau tout ça, ok, alors voilà, mise. La plupart d'entre nous, on fait un deal. On dit, restons-en aux informations. Ces informations me nourrissent et c'est déjà pas mal. Oui, c'est vrai, c'est déjà pas mal. Mais le c'est déjà pas mal ne fait pas changer l'écologie dont nous avons parlé au départ. C'est-à-dire que par exemple, lorsque vous avez la notion de devoir, vous-même vous le faites. Mais là, vous dites, elle est bien cette information, elle me nourrit. Très bien, tu te nourris d'une information. Mais est-ce que tu as fait changer pour autant la situation en toi, l'environnement intérieur, l'environnement extérieur, est-ce que tu l'as fait évoluer? Passer à l'acte,
demande un courage absolument extraordinaire. Vous dites, voilà, je me suis nourri pendant tant d'années de belles informations et je suis resté à mon fauteuil. Ou je me suis nourri de tellement de ces belles informations et je l'ai acté parce que ce ne sont pas forcément des actes, comment dirais-je, qui vont se voir sur le plan de l'avoir, hein, qui vont se fabriquer. Ce sont votre parole, elle doit avoir la force, de l'acte. C'est-à-dire que votre parole et l'acte doivent être de même force, de même puissance. C'est-à-dire que vous pouvez très bien passer de l'un à l'autre sans difficulté. Si vous parlez ou si vous ne faites que rester dans l'information et vous êtes incapable de passer dans l'acte, très bien, mais soyez-en conscient, et à ce moment-là, abstenez-vous de parler. Et de donner des leçons à ce moment-là. On ne donne pas de leçons à partir du moment où on n'est pas capable de les remplir. Donc, lorsque vous vous mêlez d'enseigner, ou lorsque vous vous mêlez même d'enseigner à votre voisin ou votre voisine, il est important de savoir d'abord à qui vous vous adressez et quel est le besoin de cette personne. Par exemple, peut-être que le besoin d'abord, c'est effectivement de lui procurer des informations pour lui dire, tu vois, il y a ça et ça qui existe aussi. Ça, c'est possible. Maintenant, à toi de choisir et à toi de voir. Donc ça, c'est déjà un premier plan. Mais vous ne lui donnez pas une possibilité. Vous ouvrez un champ. Vous ne dites pas, il faudrait que tu penses comme ça. Vous dites, voilà, il existe ça. Quand vous rentrez dans une grande surface, ou dans une épicerie, vous avez plein de produits à votre disposition. On ne vous oblige pas à prendre telle ou telle marque. Vous allez vers la marque qui vous plaît, vers le produit qui vous plaît. À vous de vous nourrir comme vous l'entendez. Dernièrement, le décès d'un être cher et d'un être proche. Et j'ai l'impression que ça a changé foncièrement justement tout ce qui est tous les masques. Et on voit les masques qui tombent et du coup je sens que ça a changé en moi le regard sur les choses et surtout dans la nature. Et je me sens beaucoup plus nourrie dans la nature. Et je sens mon regard qui s'ouvre vers une connexion beaucoup plus grande avec la nature, les arbres, les oiseaux qui chantent, la magie d'un chant d'un oiseau. Et on n'a pas beaucoup entendu parler ce soir, j'ai pas entendu le mot amour, le mot connexion. Et c'est vraiment, je sens que c'est un espace qui est juste et qui est plus doux. Et je sens que c'est un espace où finalement on retrouve, enfin moi je vais parler en jeu, je retrouve une nature profonde et belle. Et après je me sens quelque part armée, probablement, armée c'est encore un mot très dur, mais je me sens plus, je retrouve mon identité en fait d'être quelque part. Et du coup, ça aide à avoir justement cette distanciation avec le moi. Et c'était un témoignage que je voulais apporter. Je voulais ouvrir du coup ce dialogue. Et quid de l'amour et quid de cette connexion avec la nature. On a parlé tout à l'heure de la nature. Et je trouve que c'est un espace qui nourrit beaucoup et qui finalement nous permet de nous ancrer en fait dans cette deuxième gamme. Et finalement, on comprend mieux où la deuxième liane, on la tient mieux, et quelque part on peut plus prendre de recul par rapport à la première. Merci. Oui, la mise en face de la perte d'un être cher nous change foncièrement et totalement. Voilà, plus ou moins, disons, plus ou moins profondément. Parce qu'en fait, dans nos sociétés, on nous a masqué la mort. Elle est taboue aussi.
tout est édulcoré, caché, enfermé. Lorsque vous vous baladez par exemple en Inde, les corps sont brûlés devant vous, les crânes explosent, la mort est au quotidien, vous la voyez passer tous les jours devant vous. Ce n'est pas le cas dans nos sociétés. Donc en fait, nous ne savons pas vivre parce que nous ne savons pas mourir et nous connaissons, voilà, nous nous cachons de tout et nous vivons dans la peur et dans le stress. Et évidemment, dans ce que tu as soulevé, c'est-à-dire que dans le peu d'amour. Qui dit se battre contre ses propres peurs empêche de développer justement cette véritable empathie par rapport à la vie, par rapport à la nature, et pas mauvaise connexion, mais cette déviation qu'a fait l'homme à se tourner uniquement vers la culture, c'est-à-dire à devenir un singe savant, qui lui a fait perdre cette connexion par rapport à la nature, fait qu'il s'est asséché, en quelque sorte. Il s'est asséché, son cœur s'est asséché, d'où, là aussi, un excès d'énergie mis, ou un excès de pensée mis du côté, justement, d'une masculinité asséchante. Voilà. La masculinité, encore une fois, elle n'est pas négative. Mais elle est négative à partir du moment où elle est utilisée au détriment de l'autre. Voilà, dans la nature, jusqu'à maintenant, jusqu'à Darwin, on est conditionné pour penser que la nature s'en sort par la compétition. Or, les recherches les plus récentes en biologie, c'est l'entraide qui prédomine par rapport à l'aspect compétitif. Donc en fait, on s'aperçoit finalement, on commence à s'apercevoir que nos vieilles idées sur la vie en général, elles commencent à avoir des toiles d'araignée, et qu'il serait temps de revoir nos copies plutôt vers la notion que présente la nature, c'est-à-dire l'entraide entre espèces, pas dans l'espèce, entre espèces, entre les végétaux, les différentes espèces végétales, entre les végétaux et les animaux, entre les différentes espèces animales, proies et prédateurs. Il y a beaucoup plus d'entraide que de prédation et de compétition. Ça ne veut pas dire que l'aspect compétitif n'existe pas, parce qu'à ce moment-là, on tomberait dans du Walt Disney. Et moi, j'ai horreur de la tournure que ça prend souvent, je dirais, on transpose ce qu'on voudrait que ça soit, que les animaux soient à travers l'utopie que l'humain voudrait se représenter. Non, c'est plus beau que ça, parce que justement, ça intègre la force de vie, la force de mort, ce qu'on ne veut pas voir, et ça intègre justement derrière tout ça l'entraide et l'amour, qui est une entraide, et qui est le fait que nous pouvons nous apporter les uns les autres beaucoup plus qu'on ne croit, par rapport à justement ces possibilités de ressentir que l'autre est très important, que sans cette amitié, sans ces liens affectifs, l'humanité s'assècherait totalement et deviendrait comme des robots, ce vers quoi elle risque d'aller. Et cette notion-là est très très importante, et il faudrait, dans cette écologie, je parlais tout au départ, il faudrait absolument l'intégrer et la remettre au centre. J'en ai pas parlé pour l'instant, ce soir je n'en ai pas parlé, on arrive au terme de cette soirée, mais j'ai pas parlé du mot amour, parce que là aussi c'est pareil. Ce sont finalement des actes qui comptent, plutôt que les paroles. Voilà. On s'est vachement gossé de beaux mots comme l'amour, etc., etc. Mais ce qui est le plus important, c'est de voir dans quelle mesure on est capable de le vivre. Voilà, de vivre au quotidien
dans son entourage, avec les proches, avec les amis, de voir cette ouverture de cœur qui s'épanouit et qui devient le centre de nos relations humaines. Voilà. On ne peut pas imaginer une spiritualité qui soit une spiritualité de robot. Donc ça sera une spiritualité humaine, c'est-à-dire à partir de l'humain. Pas une spiritualité désincarnée. La spiritualité désincarnée, on verra après. Mais la spiritualité incarnée, c'est celle-là qui est la plus importante à faire vivre ou à vivre tant que nous sommes vivants dans ce corps. Donc oui, notre évolution passe par cette ouverture de cœur, ce cœur-esprit. C'est-à-dire que là aussi, on pourrait, pour conclure un petit peu cette soirée, on pourrait voir que le bon sens dont je parlais tout à l'heure, le bon sens donc dit spirituel et le bon sens dit naturel, doivent se rejoindre dans ce cœur, hein, le cœur-esprit. Qui dit cœur-esprit dit on tient compte à la fois du plan humain, avec toutes les forces que ça représente, et toutes les forces en jeu et l'enjeu qui est là, et en même temps les possibles évolutions que pourrait prendre cette nature et les possibles évolutions spirituelles. C'est-à-dire que notre champ de conscience, finalement, peut-il s'ouvrir seul, ou il s'ouvrira en même temps qu'il aura un reflet à travers ce que l'on découvrira dans cette nature. Donc toujours pareil, tenir compte des deux points qui font que nous existons. Et nous pouvons communiquer. Si nous pouvons communiquer, c'est qu'il y a bien à la fois d'un côté un flux d'informations et de l'autre côté un appareil sophistiqué qui le permet. Maintenant, si ça se fait en plus avec un esprit, une ambiance amicale et d'amour et de joie, de légèreté, à ce moment-là, le pari est gagné et l'humanité prendra le meilleur de ce qu'elle peut être, deviendra. Deviendra peut-être ce pourquoi elle était prévue, mais qu'elle n'a pas assez montré. Il ne fait voir que l'oreille chaque fois. Et un œil. Pardon. Qu'est-ce que tu veux? C'est les aléas du direct. Éventuellement, une dernière intervention, soit une question, soit une intervention. Et on s'arrêtera là pour ce soir, parce que je pense à la fois ça passe vite, à la fois, d'abord, est-ce que ça a pu vous paraître désordonné? Je ne sais pas. Est-ce que vous avez retenu au moins quelques informations qui vous ont déclenché quelque chose en vous? L'important, c'est pas que, bon, c'est bien de dire je vais faire une conférence. C'est éventuellement les effets que ça peut donner. Si derrière ça n'a vraiment aucun effet, à ce moment-là, bon, ben, je peux le faire. Il faudrait que je m'abstienne à venir et que je me dise bon, ben, si c'est pour te faire plaisir à toi, c'est pas la peine. Je sais, tu as besoin qu'on te regarde, tu as besoin de parler, des trucs comme ça. Ou alors ça a un impact, un vrai impact. Et cet impact, il vous donne éventuellement, il vous ouvre éventuellement un champ de possibles que vous n'aviez pas autant avant de venir. Voilà. Si c'est le cas, c'est réussi. Ça voudra dire que peut-être il y aura des actes plus tard. C'est une graine qui est germée. Et à toute, ça commence toujours par des paroles, ça commence par des informations. C'est la graine. Une graine, elle peut rester des milliers d'années sans germer. Elle n'est pas morte pour autant. Ces informations, elles étaient peut-être là il y a des milliers d'années pour l'humanité. Mais
il y avait personne pour les recevoir, et peu de monde pour les recevoir, donc ça ne germait pas. Mais nous sommes une terre, un terreau, qui pouvons recevoir cette graine, et à ce moment-là, de là sortira soit une brindille, soit un baobab, soit un chêne, soit un être. Au choix, hein. Vous pouvez dire, vous pouvez être un bel être et vous appeler baobab, c'est pas grave. On n'est pas obligé de s'appeler être pour être. Toujours pareil, il y a l'étiquette hein, et la vérité à l'arrière-plan. Les étiquettes, c'est une chose, et la conscience qui est là, à l'œuvre, c'est autre chose. Merci. Merci.